Comme pour l'histoire qui vous fut précédemment contée de Geneviève de Rustéphan, ce fantôme délivré de son trouble par quelques membres de notre groupe en 1984, voici une autre histoire, géographiquement plus proche de nous, puisqu'elle se déroule dans notre région, à Rogerville, dans le Toulois. En effet, depuis plus d'une année, d'incroyables phénomènes se produisent dans une maison. D'après le témoignage du propriétaire, les phénomènes auraient commencé en 1983. À cette époque, des bruits se font entendre au premier étage de la maison, comme si on déménageait. Puis cela a recommencé, et là, une chaise s'est déplacée d'un bout à l'autre de la chambre. Une autre fois, la lampe de chevet, puis le bureau ont également changé de place. Pour démasquer un éventuel imposteur, ce monsieur raconte qu'il a piégé une chaise, mais en vain. La famille est terrifiée, mais il ne faut surtout pas en parler. La crainte du ridicule, vous comprenez? Jusqu'au jour où, n'y tenant plus, il décide d'en référer au maire du village qui fait fermer la pièce à double tour et décide de contacter le propriétaire précédent. Ce dernier avoue alors que de 1957 jusqu'en 1978, date de la vente de la maison, des phénomènes étranges lui étaient également arrivés et que c'est la raison pour laquelle il avait tout bonnement vendu la maison. Il explique alors en détail toute l'histoire qu'il a longtemps cachée. Nous entendions beaucoup de bruit. Un jour, alors que nous étions dans une chambre, une chaussure posée sur une chaise s'est brusquement soulevée et fut projetée à plusieurs mètres, atterrissant dans une autre pièce et passant au travers d'une porte vitrée sans la casser. Quelle peur, dit-il, avec dans la gorge encore quelques angoisses. Mais ce n'est pas tout. La trappe qui allait à la cave se soulevait et se fermait toute seule. Des coups étaient frappés dans le plancher. La poignée de la porte tournait toute seule. Des bruits de pas martelaient le sol régulièrement. Des courants d'air circulaient de façon inexpliquée. Et la chasse d'eau se tirait toute seule. À l'époque, ce monsieur avait fait appel à quelques parapsychologues exorcistes, mais cela n'avait rien changé et les manifestations se perpétuaient. Le nouveau propriétaire téléphone alors à Michel Pantin, cofondateur avec Jacques Pécat de notre association Spirit depuis 1974. Michel Pantin a cette particularité qu'il est aussi médium, et pas n'importe quel médium, puisqu'il reçoit les esprits par le biais du Ouija, de l'écriture automatique, mais également par incorporation. C'est-à-dire que les esprits utilisent momentanément son corps physique, laissé libre pour la circonstance, afin de permettre ce que nous appelons une incorporation. Pour ce faire, l'esprit du médium se dégage provisoirement de son enveloppe charnelle, accompagné de son périsprit, car sans lui, l'esprit ne peut retourner, même pour quelques minutes, dans l'au-delà. De manière générale, l'esprit se véhicule toujours avec son périsprit, que ce soit durant nos décorporations nocturnes, au moment de notre mort, mais également durant une séance d'incorporation. Depuis une dizaine d'années, Michel reçoit des esprits par incorporation, laissant à chaque fois son corps disponible à la manifestation d'innombrables esprits. Ces esprits sont de tous ordres, bons, mauvais ou encore troublés, mais à chaque incorporation, le corps de Michel subit ces intrusions qui lui laissent le plus souvent douleurs physiques et fatigue. Cette médiumnité est des plus éprouvantes et Michel a rempli cette fonction médiumnique pendant plus de 38 ans. Mais revenons à notre histoire. Le nouveau propriétaire téléphone à Michel et lui explique que sa maison est le théâtre de bon nombre de phénomènes bizarres qui effraient sa femme et ses deux filles. Devant cet appel au secours désespéré, lui Spirit et Michel décident de se rendre dans cette maison pour établir une séance, par voie d'incorporation, qui, l'espère-t-il, permettra à l'entité perturbatrice de se manifester. Le dimanche 5 février 1984, assis autour d'une table, Michel, entouré de 8 spirites, se met en condition, car il va dans quelques instants prêter son corps à l'esprit perturbateur. Une bougie est allumée sur la table. On peut entendre la musique s'élever dans la pièce. Les spirites sont recueillis. Michel ferme les yeux
Sa respiration se fait plus forte, puis la transe arrive. Un premier esprit va se manifester. Mais surprise, ce n'est pas un, mais 4 esprits qui vont tour à tour se manifester auprès des spirites présents. Le premier esprit qui se manifeste est l'esprit de Gabriel Delanne. C'est un esprit guide de notre association qui va expliquer aux spirites la situation et donner ses directives pour le bon déroulement de la séance. Écoutons à présent l'esprit de Gabriel Delanne qui se manifeste par l'intermédiaire du médium par voie d'incorporation. Amis et frères spirites, l'esprit de Gabriel Delanne est heureux de s'incorporer en ces lieux afin de leur apporter force de délivrance par l'intermédiaire de votre concours spirit. 3 entités hantent les lieux qui reposent sur une nappe aquatique. Anciennement, en l'année 1905 de l'ère chrétienne, un puits fut creusé à ce même endroit. Le cadavre d'un homme persiste au fond de ce puits et manifeste sa présence. 2 autres entités, pour raisons différentes, manifestent elles aussi leur présence. Ces 3 entités vont à présent se manifester à vous. J'en demande à l'ensemble de vos fluides. À très bientôt, amis. À très bientôt donc. Après la manifestation de l'esprit de Gabriel Delanne, un premier esprit se manifeste et décline son identité sous le nom d'Eugène Robillard. Il explique avec difficulté, car il souffre, qu'il était en train de creuser un puits lorsqu'il y eut un violent orage. Tout s'est écroulé autour de lui et la terre l'a enseveli. Il veut sortir et c'est pour cela qu'il frappe et produit divers bruits et manifestations. Un dialogue s'engage alors avec lui afin de le diriger progressivement vers la lumière et vers son guide. L'incorporation permet cela, puisque l'esprit peut utiliser les fonctions du corps physique du médium, et notamment, il peut s'exprimer et se mouvoir. Il faut alors le rassurer, lui faire comprendre que le temps a passé et qu'aujourd'hui, nous sommes en 1984. Cette révélation le trouble fortement, car il se croyait encore en 1905. Nous sommes là en face d'un esprit frappé par une mort subite et violente. Il pensait être toujours prisonnier, il n'avait pas pris conscience de sa mort. À force de paroles rassurantes et aimantes, il quitte progressivement le corps médiumnique. Il est libéré. Par la suite, on apprit dans les archives de journaux régionaux qu'en 1905, un certain Eugène Robillard avait trouvé la mort en creusant un puits à la suite d'un violent orage. Après cette deuxième incorporation, un autre esprit se manifeste. Il a un fort accent allemand. C'était un officier de la Première Guerre mondiale qui s'était arrêté dans cette maison pour demander de l'eau et du sel pour les chevaux. Profitant de son autorité, il voulut abuser de la fille de la maison. Mais celle-ci ne se laissa pas faire. L'officier la poursuivit et tenta de la frapper avec une chaussure afin de la soumettre. D'autres personnes essaieront d'intervenir pour aider la jeune fille, mais dans l'affolement général, l'officier allemand est tué. Les participants écoutent silencieusement ses explications, puis un dialogue s'établit avec lui, mais les spirites ont face à eux un esprit endurci. Il est convaincu de sa puissance et de sa domination. Les échanges seront longs et difficiles, car il faut obtenir de lui le regret sincère des actes commis afin de le libérer. C'est à force de fluide et de pensées aimantes que peu à peu il faiblit et prononce dans un cri de douleur un pardon sincère. Puis le corps du médium s'effondre, l'esprit en est sorti et s'élève dans l'espace pour rejoindre son guide. Il est lui aussi libéré. Enfin se manifeste un 4e et dernier esprit qui dit s'appeler Marcel. Il vient des Hautes-Croix. Il explique alors qu'il voulait la maison, que c'était une bonne affaire. Comme il n'est pas parvenu à l'acquérir,
il a l'intention de faire fuir les habitants. Les spirites se trouvent là face à un esprit très matérialiste, têtu. Il sait qu'il est mort et profite de son nouvel état pour, dans son obstination, faire fuir les habitants de cette maison. Les participants lui font remarquer qu'il est mort, qu'il n'a plus besoin de maison, mais il répond qu'il faut bien une maison. Les spirites insistent sur l'inutilité d'avoir une maison dans son état, et il répond que c'est pas grave, qu'il la veut et qu'il n'est pas tout seul, qu'il a quelqu'un d'autre avec lui dans la maison et qu'il s'en sert pour faire peur aux occupants. Il parle bien sûr de l'allemand. Mais il ne sait pas encore que celui-ci n'est plus, que son esprit a été libéré. Le groupe lui dit « Marcel est déçu, la présence de l'allemand lui était bien pratique. » Et ainsi, les spirites vont lui parler, le convaincre de quitter les lieux, qu'il n'y a plus sa place. Doucement, Marcel se laisse convaincre, et la raison, alliée à l'amour, lui feront rejoindre son guide et l'au-delà. Il n'est désormais plus dans la maison. La séance est terminée. Une dernière transe s'opère et l'esprit de Michel réintègre alors son corps physique. Il ouvre enfin les yeux. Il semble perdu. Il n'a aucun souvenir. Il est fatigué, épuisé, car les incorporations ont duré près d'1 heure. Les spirites présents le regardent, silencieux, les yeux pétillants, un large sourire aux lèvres. Il comprend que la séance a porté ses fruits, et chacun, chacune, lui raconte les différentes manifestations, lui raconte le déroulé de la séance. Voilà l'histoire de Rogerville, théâtre de la présence de 3 entités qui ne se connaissaient pas et qui pourtant, pour des raisons très différentes, se sont retrouvées à hanter la même maison. Et c'est ainsi que ses habitants, grâce à la présence d'un médium à incorporation, allié de celle de quelques spirites, retrouvèrent le calme et la sérénité et purent enfin vivre heureux dans cette maison délivrée de toutes ses hantises.